la radio de la communauté, invité de ce journal, Monsieur Anthony Richard Baudry. Bonsoir, Monsieur Anthony. Bonsoir, chers compatriotes Jean Lewis. Merci. Donc, je rappelle que nous sommes au journal de la communauté en direct de la France avec pour invité Monsieur Baudry Richard Anthony, avec qui nous allons parler de son association. Alors d'abord, commençons par vous-même. Vous avez, il y a quelques années, créé une association nommée AFN, qui est l'association Fraternité Nationale. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement circonscrire les objectifs de ce mouvement? Alors, l'association Fraternité Nationale, en sigle AFN, est une association qui a été créée par les membres du Parti socialiste français d'origine congolaise, dont le but est d'instaurer la démocratie basée sur des clivages idéologiques et au détriment des clivages ethniques, tribaux ou ethno-régionalistes, comme cela fut le cas après la conférence nationale souveraine et jusqu'aujourd'hui. Le but est d'amener le peuple congolais qui aujourd'hui se considère comme étant des populations ethniques tribales ou ethno-régionalistes aux intérêts divergents, et notamment liés à la course ethnique tribale ou ethno-régionaliste au pouvoir. Et donc, le but est d'amener ces populations-là de ne plus se considérer ainsi, mais de se considérer comme un seul peuple ayant un seul intérêt, donc qui est la nation congolaise, et que cette démocratie va créer, puisque la nation congolaise, entre guillemets, n'existe pas. Et le peuple congolais n'existe pas. Le Congo est un conglomérat d'ethnies et de tribus et aussi de régions, et qui se considèrent comme tels avant tout, avant d'être congolais. Et ce que nous qualifions l'association Fraternité Nationale comme étant des regroupements ethniques, tribaux ou ethno-régionalistes, que certains appellent partis politiques au Congo, eh bien, sont venus aggraver cette situation-là. Vous voulez faire table rase de tous les partis une fois au pouvoir? Voilà. On arrivera, ça sera dans les objectifs fixés par le Congrès des Congolais de l'étranger. Alors, mais déjà, au niveau de l'AFN, et parmi les motifs de sa création, et c'était d'arriver là. Donc, une fois, ce que les uns appellent dictature, moi j'appelle ça une organisation criminelle et terroriste. C'est pas une dictature, parce que la dictature, le Nord-Coréen, Fidel Castro, c'est des dictateurs, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent de leur pays. Ce sont des communistes, mais qui imposent le communisme par la force. Voilà un dictateur. Le mot dictateur ou dictature est apparu avec la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat qui voulait que, je fais allusion à l'Europe de l'Est, où les ouvriers pensaient qu'il fallait imposer une dictature aux riches. Et c'est ça, avec la naissance des États, avec un seul parti, donc le parti unique, avec une idéologie donnée, mais qu'il faut imposer par la force. C'est ça la dictature. Or, dans le cas du Congo, nous avons quelqu'un qui n'a ni idéologie, ni rien du tout, qui veut le pouvoir pour le pouvoir, et d'abord familial, et puis ensuite ethnique, et ethno-régionaliste. Et donc, où les gens achètent les armes pour tuer, terroriser la population afin de la faire taire. Et puis, le but ultime,
c'est piller sauvagement et de façon tranquille toutes les richesses du pays. Voilà, on ne peut pas appeler ça une dictature, c'est une organisation criminelle et terroriste. Voilà, vous aurez le temps, donc la possibilité d'épingler quelques aspects de de l'idéologie de votre mouvement. Revenons sur l'actualité maintenant, Monsieur Anthony. Ce qui défraie la chronique, vous le savez autant que moi, c'est le décès du colonel Marcel Tourou dans des conditions plus ou moins ténébreuses là-bas à la maison d'arrêt de Brazzaville. Alors, Monsieur Tourou décédé, mort. Donc, vous êtes, je crois, des plateaux. Alors, comment réagissent les populations de Lagué, les Kanas, là-bas au pays? Qu'est-ce que ça change, notamment la mort du colonel Tourou? Alors, moi personnellement, en tant que président de l'AFEN, ayant donné l'objet de l'AFEN, je considère le colonel Marcel Tourou comme étant un Congolais à part entière, même si quelque part nous sommes nés tous dans une région, dans une ethnie ou dans une tribu, c'est normal. Mais les ethnies, pris au sens culturel, au sens économique, et richesse. Je vais vous raconter une anecdote. Alors que à l'époque, chaque ethnie, nous avons quelques problèmes. Chaque tribu ou chaque région avait un leader. Non, j'entends très bien. Moi, j'entends très bien. Je vous entends très bien. Allez-y. Donc, à cette époque-là, chaque Congolais était derrière ce que j'appelle des chefs ethniques, pas des politiciens. Et chacun avait un leader, soit régional, ou ethnique, ou tribal. Mais moi, à l'époque, après la conférence nationale souveraine, lorsque j'ai vu Ganao parcourir, M. Ganao, Charles Ganao, parcourir les villages téqués et les quartiers de Brazzaville habités par les populations téquées et demander à ce que l'on vote pour lui, et que tout le monde allait voter pour son leader ethnique, moi j'ai voté pour André Milongo. Moi. Et j'ai supervisé l'élection d'André Milongo, notamment dans un bureau de vote qui était dans l'avenue qui se situe entre le commissariat de Wenze et la maison commune de Wenze. Alors, ce bar-là existe encore. À l'époque, on l'appelait Capricorne, mais maintenant, je ne sais plus comment on l'appelle. Et ce lieu fut aussi appelé Galoumaï, pour les enfants de Wenze qui verront cette vidéo, ils connaissent ce lieu. J'ai supervisé dans ce bureau-là de vote pour le compte de Milongo. Mes amis le savent, ils le sauront, ceux qui étaient avec moi quand ils verront cette vidéo. Et le quartier général de Milongo est installé vers la mairie de Brazzaville, la mairie centrale. Et ce qui fait qu'après la supervision à 18h, nous allions là-bas pour prendre notre repas. Et lorsque Milongo, qui a organisé les élections et les a perdues, n'a même pas contesté alors qu'il avait tous les pouvoirs, oui. est écarté donc par le peuple. Je vois M. Ganao, donc, dont je rappelle ici, qui est balafré comme mon père et ma mère, et qui est né à Djambala comme mon père et ma mère, qui demande au Batéké de voter pour lui, demande oui, de voter pour lui, fait partie du camp de M. Pascal Lissouba, qui lui signe une alliance avec M. Sassou Nguesso, l'homme que tous ont présenté à la conférence nationale comme Satan en personne. Et là, je me suis dit, mais chez nous, j'ai eu des discussions avec mes frères et mes parents. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment ce type qui vous demande de voter pour lui, il est dans une même alliance que Sassou Nguesso? Mais finalement, la conférence a servi à quoi?
Mais puisque Sassou Nguesso, il y a une alliance qui passe en boucle à la télé avec Pascal Lissouba. Ils sont tous dans le même bloc. Mais finalement, ces gens-là veulent du pouvoir pour le pouvoir. Et je suis allé voter au deuxième tour pour M. Kolela Bernard. Ce que je dis aujourd'hui est une révélation que les adeptes du fils de Kolela n'accepteront jamais, parce que moi, je critique ces gens-là. Oui, monsieur Anthony. J'ai voté en 92 pour M. Bernard Kolela. Il n'y a pas de raison qu'on vous conteste cela, mais je reviens sur un aspect important de ma question. Est-ce que la mort du colonel Marcel Tsuru, est-ce qu'en quelques secondes, est-ce que c'est pour vous un non-événement ou un événement majeur qui devrait changer la donne quant à la lutte que vous menez, notamment dans la région des plateaux? C'est un grand événement, mais ce dont je refuse, c'est de m'interpeller en tant que fils d'Été. Je voudrais être interpellé comme homme politique congolais. Je ne suis pas Kolela, Tister, Yombi, que Sassou qualifie, ou que, en termes d'homme politique de poule, d'homme politique de Grand Yari. Non, je suis un homme politique congolais. Voilà ce que je vais éclaircir ici. Okay. Voilà. Donc, je refuse de répondre en tant que fils des plateaux, et donc Bateke, comme Tsuru. Mais je réponds en tant qu'homme politique congolais. Si on est d'accord sur ce point, alors je vais donner mon impression. Il n'y a pas de problème, j'ai tout compris. Alors, revenons sur votre association, notamment le groupe qui s'emploie à organiser ou qui a organisé des assises l'année dernière, je crois. Vous avez organisé tout un congrès et ça a suscité l'admiration de toute la communauté, la diaspora. Alors, mais dans le même temps, nous avons entendu quelques différents sons de cloche, notamment un de vos amis, Mpassi, je crois, le résistant Mpassi, qui criait au scandale et pense-t-il quelqu'un de votre groupe serait rendu chez Kolela où il a obtenu du ngiri. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez d'abord l'information que monsieur Mpassi vous reproche à certains de vos amis de s'être rendu? Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Est-ce que vous m'entendez? Je crois que nous avons quelques problèmes de ligne avec la France. Alors, est-ce que vous m'entendez? Et oui, nous avions quelques difficultés techniques avec la France. Alors, je crois que monsieur Anthony, vous m'entendez? Oui, très bien. Et voilà, donc nous étions sur la question de l'harmonie entre vous et la communauté congolaise, notamment les critiques qui vous viennent d'un de vos amis, notamment M. Mpassi, qui croit que certains membres de la diaspora ou de votre groupe sont allés voir M. Kolela pour se faire de l'argent. Qu'en dites-vous? Alors, mais déjà, avant de répondre à cette question, qui est large, mais on ne peut pas faire table rase sur le Kansourou. Allez-y. Non, je n'ai pas refusé de répondre sur le Kansourou, mais j'ai refusé de répondre en tant que Téké. Et maintenant, je réponds en tant que leader d'opinion et homme politique congolais. Je vous comprends. Voilà. Alors, voilà l'un des agissements de cette organisation criminelle et terroriste qui est dirigée par le caïd gangster terroriste, assassin et voleur Sassou Denis. Alors, M. Tsuru, qui aide ce terroriste à s'accaparer des richesses du Congo et des vies des Congolais en 97. Et d'ores et déjà, en 99, il cherche à s'en débarrasser. Il le cite, il le cite comme coupable dans les disparus du beach et sans pourtant le lui dire, alors qu'il est deuxième des renseignements au Congo, après, bien entendu, son neveu, Dominique Okemba. Alors,
Nsuru réussit à s'en sortir parce qu'au sortir de la guerre, il était puissant, il avait des éléments avec lui, donc on ne pouvait pas le neutraliser. Et le clan au pouvoir, n'ayant pas encore constitué ce qu'ils appellent garde républicaine, mais qui est en réalité une milice privée et tribale de Tsambito. Ayant constitué cette milice privée et tribale de Tsambito, ils se sont vus maintenant forts pour pouvoir le neutraliser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire le Kampila et tuer les Congolais, donc 300, plus de 400, 500 personnes, et le mettre sous le dos d'un Nsuru. Et là encore, sa justice inféodée ne trouve pas de quoi inculper le colonel Nsuru. Et le relâche. Le relâche en tant que, avec un sursis, un sursis de 5 ans. 5 ans de sursis. Donc, il est libre, mais avec un sursis de 5 ans. Je n'ai jamais vu au monde. Le sursis ne peut pas dépasser une année. Moi, je vis dans un état de droit qui est la France. Mais là, les juges de Sassou ont trouvé de quoi mettre un sursis de 5 ans à Marcel Nsuru. Mais il est libre chez lui. Et je rappelle que pendant ce temps de liberté, Marcel Nsuru a accompagné sa femme à l'aéroport de Maya pour aller à Pointe-Noire pour un cas de veillée mortuaire. Et ce que Sassou appelle garde républicaine, donc cette milice privée, est arrivée à Bracabra, de façon abracadabrante, à Bayamaya, pour le prendre, le reconduire chez lui, dire tu n'as pas le droit de venir à un aéroport. Et quelques jours après, ils ont cagoulé donc leurs éléments, soi-disant la garde républicaine, et qui est venu tirer au commissariat des plateaux de 15 ans, et puis mettant les citoyens dans une situation désemparée, qui se disaient, mais comment on peut tirer au milieu de la ville comme ça? Et puis, le soir, sur la télévision de Sassou Nguesso, que certains appellent Télé-Congo, sur la télévision de Sassou Nguesso, on entend que ce sont des éléments de Nsuru qui tirent. Alors, la Libye était tout fait pour aller arrêter Nsuru. Et demain, à 10 h, on a vu tout un armada. Les hélicoptères de guerre, les chars, les fantassins au domicile de Nsuru. Et là, ils l'ont neutralisé et ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en prison jusqu'à sa mort, donc certainement empoisonné. Puisque vous voyez que tout a été fait. Son arrêt de mort a été scellé un peu là. Depuis longtemps. Il leur manquait une occasion. Donc c'est l'agissement de cette organisation criminelle et terroriste. Quand ils n'arrivent pas à vous neutraliser par les armes directement, eh bien, il y a le poison. Et pour vous mettre le poison, ben, on fomente un coup. Vous savez que le motif actuel en vogue dans cette organisation criminelle et terroriste, c'est la détention illégale des armes de guerre. Comme si seul Sassou Nguesso avait le droit divin de détenir les armes au Congo, alors qu'il n'a jamais été élu par le peuple congolais. Alors ça m'intrigue. Voilà pourquoi on arrivera. Il ne faut pas tirer en long, mais on arrivera. Et alors, cette organisation criminelle et terroriste, avec toutes ces institutions inféodées et déployées, est à faire partir sans condition. Sans condition. Il faut la faire partir et instaurer la démocratie à travers les États généraux. C'est d'ailleurs l'objet de notre entretien aujourd'hui. Alors, il y avait un autre aspect de la question, notamment sur vos rapports avec M. Mpassi. Alors, Mpassi est un ami, est un résistant. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, puisque lui-même, s'il me suit, il sait très bien que lui et moi, nous sommes dans le vrai. Donc, je ne peux pas avoir de problème avec Mpassi. Maintenant, sur la place de Paris, là, on parle de quoi? Je réponds sur cet aspect ou je réponds de l'aspect sur le Congrès? Non, sur l'aspect de la corruption. Voilà. Voilà. Alors, je crois bien que Mpassi faisait allusion
à des associations qui sont nées passées par là, qu'on n'a jamais vu hein, sur la place de Paris, mais qui sont nées juste lors de l'élection, entre guillemets, présidentielle de Sassou Nguesso, pour appuyer certains candidats. Alors, ces associations-là qui sont sur fond tribal, je crois qu'il fait allusion à ces associations-là et qui donc portaient les noms même de ces candidats, hein, ces associations-là, qui ne sont pas des associations politiques, mais des associations que les Congolais appellent couramment Simbasak. C'est-à-dire, on crée une association avec le nom d'un tel. Voilà. On n'est pas politicien, mais on supporte un tel. Et voilà. C'est ces gens-là, je crois que Passy fait allusion à ces gens, dont certains se trouvent à Brazzaville actuellement pour être candidats à la députation de Sassou Nguesso, sachant que Sassou nomme les députés. Ah, okay. Et qui vont se retrouver dans son assemblée pour entériner ses crimes de sang économique et pour entériner son terrorisme. Voilà. Alors, merci de la précision. Excusez-moi. Alors, nous venons maintenant, venons-en à au congrès que vous avez organisé l'année dernière, d'avoir coup de chapeau, pour avoir eu l'initiative d'organiser les États généraux, vous les avez appelés les États généraux de la diaspora. Mais il y a des gens qui croient que ce congrès n'aura été qu'un échec et j'en veux pour preuve, certains, dit-on, ont dû quitter la salle avant même la fin de la première journée. Est-ce que vous croyez que c'était des manœuvres ou encore vous pensez que ce congrès aura réussi? Alors, personnellement, je n'ai pas vu des gens qui ont quitté la salle avant la deuxième journée du congrès. J'en ai pas vu. Mais s'il y en a eu, j'en ai pas vu. Je n'étais pas au présidium. Mais je suis co-organisateur. Si vous voulez, le congrès des Congolais de l'étranger est l'émanation de la diaspora. Mais sur l'initiative de l'association amicale indignée 242, dont je ne fais pas partie, d'ailleurs. Alors, c'est suite à un dépôt de lettres à l'Élysée, par le biais de cette association, qu'un conseiller français à l'Élysée, ayant travaillé au Congo, avait interpellé le président Roland Litou, donc le président de l'association amicale indignée 242, pour lui faire savoir que les Congolais sont les seuls à déposer plus de 1000 courriers par semaine. Alors que la RDC... Du fait de la multiplicité d'associations. Voilà. La RDC, les Gabonais, les autres sont organisés. Et quand ils arrivent, il y a un porte-parole. Et il a fait quoi? Il a fait comprendre que de cette façon, même si quelqu'un voulait vous aider, mais ça reflète le désordre que vous avez dans le pays. Vous êtes d'accord avec moi que pour une population de 4 millions d'habitants, le Congo a 350 regroupements ethniques qu'on appelle partis. Mais c'est vraiment un grand désordre. Alors il fallait peut-être pas commencer à mettre de l'ordre ici pour être pris au sérieux par les potentiels partenaires. Et lorsque l'association amicale indignée sort de cette rencontre, nous étions en sit-in pendant le hold-up électoral. Nous sommes, je crois, le 7 avril. Nous étions en sit-in à la place de la République. Ils arrivent, ils nous exposent le problème. Ils disent, bon, mais nous avons l'intention de convoquer une assemblée générale pour mettre cette problématique sur la table. Cette problématique plutôt sur la table. Je leur ai dit personnellement que c'était une bonne initiative. Et donc, le 7 avril 2016, l'association amicale indignée 242 a convoqué une assemblée générale où la quasi-totalité des leaders d'opinion, présidents d'associations et individualités étaient présents. La quasi-totalité était présente.
qui je vais citer? Le ministre Maleka, l'ancien ministre Maleka, le ministre Wabari, tout le monde, Marcel Ngitoukourou, en passant tous les présidents des associations et les individualités. Nous étions tous présents à cette assemblée générale. Et c'est cette assemblée générale qui, réfléchissant sur la donne, a décidé d'aller au congrès, que nous avons appelé Congrès des Congolais de l'étranger. Entendu par là, tout Congolais de l'étranger était le bienvenu. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant me citer les différentes composantes pendant le congrès et à la sortie? Alors, donc, ce congrès-là, avant d'aller au congrès, l'Assemblée générale, la deuxième Assemblée générale mis en place, que nous avons appelé le COC. Le COC, c'est le comité d'organisation du congrès, dans lequel ont pris parti toutes les associations et les individualités. Moi-même, j'ai été membre du COC au niveau de la direction de la commission politique. Et le jour même du congrès, je n'étais pas au présidium, mais j'étais dans la salle parce que j'avais des idées à défendre. Étant donné que lorsqu'on est au présidium, on est neutre. Donc, je n'ai pas voulu être au présidium parce que j'avais des idées à faire passer. Voilà. Et donc, le jour du congrès, nous avons eu plus de 50 associations qui ont fait un discours et individualités, qui ont fait un discours de politique générale. Après quoi, le COC, donc le comité d'organisation, avait, par rapport aux motions des uns et des autres envoyées à la commission politique, avait scindé le congrès en 3 ateliers de travail. Chacun regardait les thématiques qui l'intéressaient et allait débattre au sein des ateliers. Un atelier, chaque atelier avait un président et un rapporteur qui sont venus de façon publique devant le congrès donner les résolutions qu'ils ont prises en atelier. Après les plénières, les congressistes, donc tous les congressistes, ça c'est la deuxième journée, ont pris des résolutions et des actes forts. Notamment, la plus importante, c'est la création du mouvement républicain pour la libération du Congo. C'est une émanation de la diaspora congolaise et ça n'appartient à personne. Voilà. Ne pouvons pas mettre en place ce mouvement républicain pour la libération du Congo par manque de documents, donc statut, règlement intérieur, la charte et autres. Le Congrès, dans son ensemble, a délégué, a demandé au COC, donc le comité d'organisation, de se fondre avec les volontaires qui veulent être avec eux en comité de suivi des actes du Congrès pour la rédaction des documents du Congrès, documents que je viens de citer, afin de mettre en place ce mouvement républicain pour la libération du Congo. Bon, avant d'aborder cet aspect, je voudrais, je comprends qu'au regard de ce que vous venez de dire, monsieur Anthony, je rappelle que nous recevons à ce micro monsieur Anthony Baudry Richard, qui est membre du comité d'organisation des assises. Je ne sais pas comment vous les appelez là déjà. Non, je suis membre de la direction collégiale. Oui, du comité suivi des actes du Congrès. Du Congrès, voilà. Alors, au regard de ce que vous avez dit, je crois que votre légitimité ne souffre, j'allais dire, d'aucune entorse, puisque vous la tenez de ces assemblées, ces regroupements. Mais les gens croient que ce Congrès avait aussi pour but d'envoyer à la retraite les vieux, notamment les vieux politiciens qui sont sur la place de Paris. Que répondez-vous à cela? Alors, le Congrès s'est prononcé pour l'alternative et la rupture complète avec le passé. Cela sous-entend que c'est une rupture et une alternative mentale, idéologique et non générationnelle. Je ne vois pas en quoi un ancien politicien qui, par des erreurs, croyait qu'il suffit d'aller mettre un nom sur son ethnie pour devenir politicien, qui se ressaisit et qui accepte les idéaux du Congrès qui disent qu'à la libération, les États généraux seront convoqués et que les regroupements ethniques qu'on appelle partis politiques seront dissous et nous irons vers
la création des partis politiques idéologiques. Droite, gauche, centre, comme ça se passe dans toutes les démocraties. Mais si il y a un vieux politicien qui s'était trompé à l'époque, qui croyait qu'il suffisait d'aller dans son village, mettre un nom sur son village et que ça s'appelle parti politique, mais qui pense que nous avons raison, il n'y a pas de raison de le chasser. Il a sa place, c'est le Congo. Donc, ce n'est pas un changement générationnel, c'est un changement idéologique, un changement de mentalité. Bon, voilà, vous parlez de rupture idéologique comme un des points de ce congrès. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects, justement, d'autres conclusions importantes contenues dans ce rapport? Alors, les conclusions. Déjà, les grandes lignes, j'entends les... Je vais dans les grandes lignes, mais il ne faut pas oublier certains aspects des questions que vous m'avez posées. Il ne faut pas que les gens qui vont nous voir pensent que je suis en train de dévier certaines questions. Vous avez parlé de la candidature, vous avez par là aussi posé une question si nous-mêmes nous étions candidats. Alors, je commence par la dernière. Lorsqu'on dirige une transition et qu'on se fait soi-même candidat, c'est prétentieux. Nous voulons instaurer la démocratie, chasser l'organisation criminelle et terroriste qui est au Congo. Pour instaurer la démocratie, alors il faut commencer par donner l'exemple. Nous sommes, nous, ceux qui assurent la transition entre le Congrès et le mouvement républicain pour la libération du Congo. Ceux qui ont rédigé les papiers. Mais il ne faudrait pas que les gens interprètent cela, les papiers que nous avons mis en place, donc les statuts et tout ça, comme étant des constitutions taillées sur mesure pour nous-mêmes. Et donc, à ce titre, la direction collégiale avait pris une décision ferme. Ceux qui participent à la rédaction des papiers, donc membres de la direction collégiale, ne seront pas candidats. Nous ne sommes pas candidats. Voilà. Et nous avons lancé un appel à candidature à tous ceux qui pensent pouvoir prendre la tête du mouvement congolais pour la libération du Congo, de venir nous voir là où nous travaillons. Ils connaissent le lieu, c'est en face de la gare de l'Est, chaque mercredi et chaque samedi. Nous sommes là-bas. Ils vont s'inscrire, nous sommes là, la liste est ouverte. Il y en a qui passent déjà, il y en a qui passent. Il y a quelques noms. Et puis le 12 mars, il y aura une grande assemblée générale pour non seulement présenter les différents candidats qui se sont manifestés au peuple de la diaspora, mais aussi présenter les différents documents que nous avons eu à rédiger à ce peuple-là. Et puis le 15 avril, il y aura l'assemblée générale pour l'élection du président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Il doit être élu par les Congolais pour avoir une légitimité. Voilà. Voilà. Comment, M. Anthony, parce qu'il faut arriver à bon port, comment vous arrivez à vous prémunir de quelques basses besognes de certains transfuges, par exemple du pouvoir, ou même certains membres de l'opposition qui tenteraient de saboter ce que vous faites? Est-ce que vous avez prévu des mécanismes d'accompagnement pour éviter cela? Alors, parlant de ça, je vais éclaircir quand même un point. Lorsque, vous savez, une occupation n'est pas seulement extérieure. Une occupation peut être ethnique. Une ethnie peut occuper le pays. Une ethnie peut occuper tout un pays. Imposer leur suprématie par les armes sur les autres ethnies. Ça s'appelle l'occupation. Mais moi, je pense, je préfère parler en termes d'organisation criminelle et terroriste. Alors, le reste qui vient derrière, qu'on présente comme les autres ethnies, étant de la vassalité. Donc, lorsque un pays est pris en otage par une organisation criminelle et terroriste qui tue, qui confisque les médias, qui confisque l'administration territoriale nationale, qui confisque les richesses du pays, qui confisque tout, y compris la parole, on ne peut pas venir parler de l'opposition politique. Ça n'existe pas. La seule opposition qui puisse exister dans ces conditions, c'est une opposition résistante qui a un seul but, faire partie de cette organisation criminelle et terroriste. On ne peut pas, dans ces conditions, venir dire je suis un opposant politique. L'opposition politique suppose une démocratie, la liberté d'expression,
l'armée qui est libre, la justice libre, les médias libres, où les gens s'expriment idéologiquement. Ce ne sont pas les humains qui s'opposent, mais ce sont les clivages politiques et les idéologies politiques qu'ils portent qui s'opposent. Est-ce que vous vous définissez vous-même comme des radicaux, Monsieur Anthony? Je ne suis face à l'organisation criminelle et terroriste, je suis radical, il faut qu'elle parte. Je ne vois pas l'avenir de mon pays avec ces gens-là. Ça, c'est clair et net. Et il faut, coûte que coûte, que Sassou Nguesso et son organisation criminelle et terroriste soient mis hors de l'état de nuire. Par tous les moyens. Et qu'on convoque les états généraux de la nation pour voir ce qui ne va pas. Il faut refaire l'armée, la police, la gendarmerie, tout. Tout, il faut les refaire. Alors, et puis on pourra mettre en place les partis politiques, idéologiques, et ensuite une période de transition pour changer tous les cerveaux rouillés par cette organisation criminelle et terroriste qui banalise le crime, qui banalise le pillage des richesses du pays. Les Congolais ont des cerveaux rouillés. Il faut une période de transition. Je propose même 5 ans pour bien refaire et expliquer la démocratie aux gens et le rôle de l'Assemblée nationale, le rôle des juges. Ils ne le savent pas, ces gens. Comment voulez-vous construire le pays avec des gens comme ça? Donc, je pense qu'il faut un grand lavage de cerveau à ce peuple. Alors venons-en sur les rapports que vous avez avec les autres diasporas, notamment ici aux USA et au Canada. Est-ce que l'organisation que vous allez mettre en place ne s'applique qu'à la diaspora de France, ou vous avez déjà des contacts et certains amis qui sont avec vous, notamment ceux du Canada et des USA? Alors, le Congrès des Congolais de l'étranger avait d'ailleurs, le Congrès des Congolais de l'étranger n'avait pas que les gens de Paris. Il y a des Congolais qui sont venus de la Hollande, de l'Angleterre, de la Belgique. J'ai vu deux compatriotes venant de l'Afrique du Sud, mais qui n'étaient pas venus, et du Maroc, qui n'étaient pas venus pour le Congrès, mais qui, l'occasion faisant, étaient présents les 2 jours. Donc, le Congrès des Congrès de l'étranger avait décidé que la présidence sera tournante, pour ne pas que les autres amis, nos amis du Canada et des États-Unis qui n'étaient pas là, se sentent lésés. Le Congrès aura donc le mouvement républicain plutôt, aura une présidence tournante. Oui. Pendant que Paris assure la direction internationale de la diaspora, mais chaque diaspora aura un bureau local, dont le président a rang de vice-président, qui travaille avec le président international. Si Paris n'arrive pas à faire partir l'organisation criminelle et terroriste pendant 1 mois, eh bien, l'année prochaine, le Congrès sera tiré au sort. Si ça tombe pour le Canada, ça sera le Canada. Nous, on ira au Canada pour le Congrès, des Congolais des étrangers. Et de là sortira un président international. Paris redeviendra un bureau local. Alors, vous comprenez un peu, je vous comprends. Alors, sur le rapport, nous informons tous les jours nos amis du Canada. Et dernièrement, par mail et tout ça, nous avons informé les amis des États-Unis. Et d'ailleurs, au moment où je parle, depuis samedi, je ne sais pas s'ils sont déjà de retour au Canada, et notre ami Bernard Pongui, aussi monsieur Ludovic Mbani et d'autres compatriotes sont au courant tous les jours de ce que nous faisons. Et ils attendent seulement la mise en place du mouvement républicain et pour que nous leur faisons parvenir des papiers, c'est-à-dire les textes, afin qu'eux, ils mettent le même organigramme et tout. Alors, est-ce que vous pouvez, M. Anthony, rapidement, le temps presse, nous citer quelques noms des candidats à ce poste de président de la diaspora? Est-ce que vous avez déjà reçu les candidatures, en ce que je sache, non? On a déjà quelques candidats, mais il serait quand même malsain que je commence à citer comme ça, puisque, comme je l'ai dit, le 12, les candidats, le 12 mars, il y aura une assemblée générale. Les candidats seront présentés au peuple.
Il faut donner la chance. Le 12 mars. Le 12 mars, il y aura une assemblée générale à Paris. Les candidats seront présentés au peuple congolais. Alors, il faut donner la chance à ceux qui se sont inscrits tardivement d'être présentés au même moment que les autres. Et si je commence à parler de certains noms, ça fait une pub. Mais la campagne comme telle a-t-elle déjà commencé ou comment? Non, la campagne commence le 13. Le 12, on les présente devant le peuple. Et le 13 mars, ils commencent leur campagne. Ils commencent leur lobbying. Ils font tout pour être élus. C'est une campagne présidentielle. Oui. Il s'agit là de montrer aux Congolais du pays et ceux qui sont ici, ici, il n'y a pas forcément des démocrates. Il y a des gens qui sont ici depuis plusieurs décennies, mais qui sont restés intégrés. Monsieur Anthony, l'idée à terme, c'est quoi? C'est de créer un gouvernement en exil ou quoi? Non. Au Congo, il n'y a pas d'institution, comme je viens de le dire. Il y a une organisation criminelle et terroriste qui fait ce qu'elle veut et qui est là par la force. Non, je voudrais dire que vous allez revendiquer une légitimité, donc voilà. Solliciter d'être reçu par les États, notamment avec toutes les prérogatives. Le mouvement prérogatives. républicain pour la libération du Congo a la légitimité du Congrès. Son président est élu par les Congolais. Au Congo, il n'y a aucune autorité qui est élue. Donc vous passerez dans les chancelleries, vous passerez dans les ministères, présenter cette structure ici comme la structure légitime. Exactement. La seule et l'unique à être élue par le peuple. Le reste étant le résultat des armes, eh bien nous sommes élus. Enfin, le mouvement républicain sera élu. Alors, comment va se dérouler ce vote? Alors, mais le vote, il se passe au suffrage universel. Comme l'on dit en anglais, comment je parle mal anglais? Bon, je sais pas. One man, one voice? One man, one voice. Donc, un monsieur, une voix. Un homme, une voix. Homme avec un grand H. Voilà. Et puis, celui qui a le plus grand nombre de voix, il est élu. Alors, donc, vous allez donner la possibilité aux gens de voter comment? Au téléphone, par fax, par email? Non. Le vote se passe en assemblée générale. D'individus qui se retrouvent et qui votent pour nous. Le vote se passe en assemblée générale. Nous allons prendre un amphithéâtre capable d'absorber 300 places assises et 1000 places debout. Donc, si nous constatons qu'il y a des gens qui sont dehors, eh bien, celui qui a voté, il sort. Après avoir voté, on sort. Le temps d'attendre les résultats pour permettre à ceux qui sont dehors de voter. Mais au moins 1000 places, ça suffit déjà. C'est grand malade. On ne peut pas permettre aux gens de voter par mail ou par... Non. Ça sera une assemblée générale où il y aura l'urne. Les gens vont mettre dans l'urne leur bulletin au su de tous. Et je vous rassure qu'il n'y aura pas l'Internet bloqué, il n'y aura pas les téléphones bloqués, coupés, il n'y aura pas un blackout. Il n'y aura pas la proclamation à 4 heures du matin. Non, c'est tout de suite. Alors, quelles seront dans le temps les tâches que vous allez prescrire à ce gouvernement, notamment à cette structure? La seule tâche et l'unique objectif, c'est faire partie de l'organisation criminelle et terroriste qui s'est vue au Congo-Brazzaville depuis 1997 par tous les moyens. Voilà. Une autre question me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez dans la communauté des leaders ciblés déjà et qui ont une certaine carrure internationale ou qui sont connus et pour lesquels vous croyez qu'ils sont capables de changer la donne? Est-ce que vous avez déjà Non. Oui, il y en a. Mais encore une fois, c'est pas à moi d'imposer un leader aux Congolais. Le leader, les Congolais peuvent le faire.
peuvent le créer. Un leader, c'est pas ce que les gens pensent. Un leader, c'est quelqu'un qui sait à quel moment pousser son pion, à quel moment faire ceci, et si vous lui donnez les moyens, il le fera. Avec le fonds de libération du Congo qui sera mis en place et auquel tous les Congolais de l'étranger participeront chaque mois à la hauteur d'1 euro, je vous rassure que nous sommes plus de 1 300 000 à l'étranger, il aura de quoi mener sa politique, je vous rassure. Et nous allons libérer ce pays. C'est un mouvement de libération, donc c'est une institution. C'est une institution. La radio de la communauté, je vous rappelle que nous recevons monsieur Anthony Rodrigue Baudry, qui est le président de l'association Fraternité Nationale, ici au journal de la communauté, bien sûr, depuis notre studio de Chicago. Alors, monsieur Anthony, nous allons parler d'une question capitale, celle du financement. Où allez-vous trouver l'argent pour organiser tout cela? Bon, déjà, c'est peut-être que vous avez mal lu le nom, c'est Richard Baudry. Anthony. Ah ouais. Richard Baudry, Anthony Eulongo. Bon. Alors, la libération du Congo n'est pas une affaire de Richard Baudry, n'est pas une affaire de qui que ce soit. Lorsque vous êtes à l'extérieur et qu'un forcené arrive chez vous, prend madame et les enfants en otage avec un pistolet à la tempe, il appartient à vous qui êtes à l'extérieur de venir libérer votre famille. Vous ne pouvez pas demander, comme certains le font, envoyer les Congolais à la mort, aux mains nues, devant une organisation criminelle et terroriste qui tire à balles réelles sur les Congolais qu'ils considèrent comme des animaux. Vous ne pouvez pas continuer à demander aux gens de se soulever les mains nues devant ceux qui achètent les armes pour les tuer. Ils sont pris en otage. Ne comptez pas sur un soulèvement populaire. C'est à nous qui sommes à l'extérieur, qui avons encore la liberté de nos mouvements, d'aller libérer les nôtres. Il faut que chaque Congolais épris de liberté comprenne cela. Le mouvement républicain pour la libération du Congo n'est pas un magicien qui tape comme ça et qui va libérer. Non, c'est tous les Congolais qui l'ont libéré. Il va être mis en place un fonds républicain pour la libération du Congo. d'1 euro seulement. Partout où les Congolais sont, à l'étranger, ils ont la capacité d'avoir 1 euro. On ne leur demande pas 50 euros par mois, mais 1 euro. Alors, celui qui aura le RIB du mouvement républicain, là où il est, chaque fin de mois, il met 1 euro, il garde son reçu. Il met 1 euro, il garde son reçu. À la libération, ils auront des avantages douaniers pour avoir libéré le Congo. Et ces avantages douaniers fera que les Congolais qui sont à l'étranger viendront investir dans le pays pour créer l'emploi. Ça ne sera pas une perte. Donc, celui qui mettra son 1 euro, il garde son reçu. Nous sommes 1 300 000 à l'étranger. Fois 1 euro, on a 1 300 000. Ce n'est pas une somme négligeable. Mais si on le fait pendant 6 mois, on aura de quoi faire trembler cette dictature. Pour une fois, je l'appelle dictature, mais c'est une organisation criminelle et terroriste. Voilà. Et à la libération, ces Congolais-là, qui ont porté le Congo dans leur trip, qui ont mis leur 1 euro, montreront leur reçu et bénéficieront des avantages douaniers. Ils pourront amener des marchandises pendant un certain temps sans payer la douane. De toute façon, ça contribuera à ce que la diaspora revienne pour investir dans le pays, créer une classe moyenne et qui va embaucher les Congolais. Bien entendu, il y aura des règles du travail. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les Libanais, vous avez suivi à Point-Noir, un Libanais qui a mis la tronçonneuse à notre sœur, une Congolaise, qui l'a rendue infirme. Et lorsque les gens parlaient de la justice, il a dit, mais votre justice, je l'ai dans ma poche. Et jusqu'à aujourd'hui, il pavane dans les rues de Pointe-Noire, alors que la Congolaise est rendue handicapée. Et il n'y a même pas une allocation handicapée au Congo. Demandez-moi comment elle fait pour vivre. Elle ne peut plus avoir un mari, elle ne peut plus avoir un copain. Son travail, puisqu'elle était coiffeuse, elle ne peut plus aller au boulot. Mais non, mais c'est grave. Vous voyez?
Donc, alors que c'est ces Libanais-là qui bénéficient des droits de douane au Congo. Et lorsqu'ils emploient un Congolais ou une Congolaise, ben, il faut qu'elle accepte une promotion canapé. Sinon, c'est la tronçonneuse qui passe à la cuisse et puis on n'a plus de jambes. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Et on se pavane, on est là, on se targue d'avoir la justice congolaise dans la poche. Mais c'est grave. Mais non, il y aura la douane gratuite pour ceux qui ont libéré le Congo, mais afin de créer les emplois au Congo, qui seront réglementés, où les Congolais auront des salaires décents. Voilà. Voilà, donc c'est sur cet appel, je crois, à moins que vous ayez un autre point à ajouter, que nous mettons un terme à cet entretien. Je rappelle que nous recevions notre ami Anthony Baudry Richard, voilà, qui est le président de l'association Fraternité nationale en France. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Baudry, et à la prochaine occasion. C'est moi.